Et on accueille le professeur Ingray, qui est psychologue à Nancy et qui est responsable d'un centre psychotrauma et travaille sur la dissociation. Elle va nous présenter le trouble dissociatif, le caméléon de la psychiatrie, point d'interrogation. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc j'ai la lourde tâche de vous tenir jusqu'aux salades de pâtes, on va essayer. Donc effectivement, je suis Coraline Ingray, je suis juste psychiatre et je vais vous parler du trouble dissociatif de l'identité, car je pense que peut-être que certains d'entre vous se posent des questions, parfois diagnostiques actuellement avec vos jeunes. Et donc, une des premières questions, c'est, mais finalement, ce TDI-là, est-ce que c'est un trouble réel ? Est-ce que c'est un trouble factice ? Est-ce que c'est un trouble simulé ? Et on le sait, c'est un trouble qui est encore assez sujet à débat en France. On a réalisé une enquête auprès des psychiatres français qui est une presse dans l'encéphale pour demander si vous aviez déjà pris en charge les psychiatres des troubles dissociatifs de l'identité. Donc on voit que les 2/3 disent que non. Et puis s'ils en ont pris en charge, ça reste une toute petite minorité de leurs patients. Et puis après, j'ai posé la question aux psychiatres à qui était persuadé ou non de la réalité de ce trouble. Alors je vous demande à vous de lever la main pour ceux qui n'ont pas de doute sur la réalité biologique, effective, diagnostique du trouble dissociatif de l'identité. Qui n'a pas de doute ? Waouh ! 3 personnes, 4. Waouh ! Ok, bon. Eh ben, je suis donc contente d'être ici. Et donc, effectivement, alors c'est pire que la question que j'ai posée effectivement à nos psychiatres français, où globalement, on avait un moite-moite, quoi. Ce qui montre que le doute est encore assez présent. Qu'est-ce qui explique que cette pathologie amène autant de doutes quant à son existence? Peut-être déjà parce qu'on ne la voit pas, mais très probablement aussi parce qu'au-delà de la théorie traumatique, qui est évidemment la théorie auquel je crois dur comme fer, il y a eu des éléments dans la littérature qui amenaient d'autres types de théories non traumatiques, dont une théorie iatrogénique. Finalement, le psychiatre, le thérapeute vient induire ce sentiment de scission de la personnalité chez son patient. Des théories plutôt socio-cognitives, et à l'heure de la flambée des TDI sur les réseaux sociaux, on peut effectivement se poser la question de phénomènes de mimétisme, d'identification dans des périodes où on est dans une recherche identitaire, et puis finalement de se dire, mais ça doit être des patients qui ont une prédisposition au fantastique, à la suggestibilité. Et donc, l'idée est que ces patients seraient influençables, hypnotisables, enclins aux suggestions, et, entre nous soit dit, pas très loin des simulateurs. Et en fait, l'ensemble de ces arguments, et alors je n'avais pas prévu de vous convaincre vraiment dans ce topo sur la réalité biologique, je vais passer vite et on pourrait y revenir dans vos questions, mais ne sont absolument pas répliqués dans la littérature et ne tiennent pas à différentes expériences et à différentes études de neuroimagerie. Parce que même si là, je n'ai pas prévu de vous développer dans ce temps où je vais me concentrer un peu sur la clinique, la réalité biologique du trouble dissociatif de l'identité, en 2024, il est très compliqué de remettre en doute la réalité biologique de cette entité comme une pathologie différente d'un trouble de stress post-traumatique complexe ou différente, bien évidemment, de la simulation. Et puis, il y a eu beaucoup d'études, et d'études plus récentes, enfin beaucoup, en tout cas un certain nombre. Bien sûr, c'est un champ qui nécessite encore beaucoup d'investigation, mais dans la plupart des études, l'idée est de se dire, bon, puisque les praticiens ont un doute sur est-ce que ça existe ou pas, ou est-ce que c'est simulé, on va prendre des patients qui ont un TDI, et puis on va demander à des acteurs d'aller imiter un trouble dissociatif de l'identité, et puis on va aller regarder ce qui se passe dans leur cerveau sur la lecture de scripts traumatiques, de scripts neutres, etc.
Et je vous la fais courte, mais globalement, les études ont montré que contrairement et comme on s'est dit, c'est des gens qui ont une forte propension à l'imaginaire, peut-être ils ne veulent pas vraiment simuler, mais ils prennent leurs rêves un peu, et puis ils ont vu Split 3 fois, donc ils se projettent là-dedans pour la réalité. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients témoins, les acteurs à qui on demandait de simuler, qui avaient une forte proportion à l'imaginaire, étaient ceux qui différenciaient le plus des patients avec un TDI au niveau de neuroimagerie. Donc ça tenait pas. Et puis quand on a, c'est une autre équipe aussi, essayait toujours de répliquer, on compare des acteurs qui simulent des états de panne. Alors la panne, c'est la personnalité apparemment normale. Enfin, dans le TDI, il y a différentes pannes. Et puis les personnalités émotionnelles. Alors moi, je déteste le terme de personnalité. Je ne parle jamais de terme de personnalité. Je parle de partie. Et en fait, on a été comparer les zones d'activation cérébrale déjà, et là on a des réplications d'études plus récentes. Un patient TDI, quand il est en capacité de passer d'une partie émotionnelle à une partie apparemment normale, on n'a pas du tout le même type d'activation cérébrale, en particulier sur la lecture d'un script traumatique, avec en fait la partie apparemment normale où vous allez avoir une hypermodulation émotionnelle et être tellement dissocié qu'il n'y a pas d'activation limbique, pour la faire très courte, et que quand vous êtes en partie émotionnelle et que vous êtes face au trauma, il y a cette hyperréactivité qu'on retrouve dans le TSPT simple. Et en tout cas, on voit des patterns réellement de différence où les acteurs vont avoir une tendance à l'imagerie mentale de très développée, ce qu'on ne retrouve pas dans le TDI. Il y a une étude là systématique en termes vraiment structurels. On retrouve aussi des modifications hippocampiques, des structures pariétales, frontales, singulières. L'amygdale, il y a des résultats contradictoires et on retrouve des différences par rapport à des troubles de stress post-traumatique complexes, sans phénomène de scission de soi et de dissociation. Donc, la question de la réalité biologique, en tout cas actuellement, et comme toujours, ça reste de l'imagerie, mais le faisceau de preuves est quand même de plus en plus important. Bon, aussi, un détail, mais ça apparaît quand même dans les classifications internationales depuis plusieurs dizaines d'années. Dans le DSM-5, on a des critères qui vont être la perturbation de l'identité caractérisée par 2 ou plusieurs états de personnalité distincts, et on va y revenir avec vraiment le sens de la discontinuité marquée du sens de soi et de l'agentivité. Les phénomènes d'amnésie, évidemment quelque chose qui ne s'explique pas plus par la pratique culturelle et religieuse. Puis dans la CIM 11, pour le TDI, on a une définition assez proche du DSM-5, mais la CIM 11 introduit une autre entité qui amène à réfléchir particulièrement, qui est celle du trouble de l'identité dissociative partielle, où en fait on est beaucoup moins dans la nécessité, dans la recherche de switch majeur entre différents états de personnalité, et où il y aurait un état de personnalité prédominant et pour lequel des parties émotionnelles émergeraient au moment de passage à l'acte suicidaire, au moment de scarification, dans des moments de reviviscence traumatique. Et là, on se retrouve un peu en difficulté pour parfois faire la différence avec un trouble borderline ou avec une entrée en psychose. Et donc, si on s'intéresse aussi à la question de la fréquence de ces troubles, là encore, il manque des études et vraiment le but est de multiplier ces phénomènes, et sur Nancy, on lance différents projets par rapport à ça. Mais, à en croire la littérature internationale, ce qui vaut ce qu'elle vaut, on est sur une fréquence extrêmement importante. Population générale de 1 à 1,5% de la population générale. Alors peut-être que toutes ces études se plantent, ou peut-être que la France est indemne de ces patients, mais vous avouerez que ça peut quand même interpeller. Donc on était effectivement sur ces études, Canada, USA et Turquie. Et puis si on s'intéresse aussi à tous les troubles dissociatifs en population générale, entre 10 et 18%. Lorsque j'ai interrogé mon hôpital psychiatrique, le centre psychothérapeutique de l'Axou, sur le nombre de patients avec un trouble dissociatif, classé CIM 10, quelle que soit la catégorie, j'étais à 0,22% de patients qui avaient été cotés avec un trouble dissociatif. Là encore, de manière générale, nous sous-diagnostiquons
de manière très importante la dimension dissociative, ne serait-ce qu'en comorbidité de nos patients. Si on s'intéresse maintenant à des populations psychiatriques, et que l'on va regarder, donc ça c'est une revue de la littérature, mais qui reprenait des patients en intra, des patients extra, des patients aux urgences, et puis des patients avec des abus de substances. Et donc là, vous avez la colonne du TDI. Et si on fait une moyenne, ce qui ne veut absolument rien dire d'un point de vue scientifique par rapport à ça, mais vous pourriez monter à 5% de nos patients qui souffrent de troubles psychiatriques qui ont un TDI. Alors là encore, peut-être que la France est une exception, ou peut-être qu'il se plante. Mais en tout cas, ça m'amène à réfléchir. Et pourquoi ça m'amène autant à réfléchir? C'est que moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les crises fonctionnelles dissociatives, qu'on appelait les crises psychogènes non épileptiques, les grandes attaques à la Charcot, etc. Et j'ai bossé avec ces patients extrêmement dissociés d'un point de vue somatoforme de manière majeure, en me disant ils sont très dissociés, à faire des échelles de dissociation, à maîtriser cela, etc. Et pendant 10 ans, à ne pas voir des tableaux de TDI que j'avais sous les yeux, parce que juste, je n'étais pas formée et je ne m'interrogeais pas sur cette dimension de scission du soi. Et vraiment, ça amène à s'interroger, et la plupart du temps, donc je suis responsable toujours de cette unité d'interaction neuropsy où je vois beaucoup de patients avec des troubles dissociatifs somatoformes, et je suis responsable d'un centre psychotrauma où je vois donc énormément de traumas complexes. Et la plupart du temps, en fait, c'est, enfin, même dans l'immense majorité des cas, c'est moi qui porte le diagnostic de TDI. Parfois, je le dis, parfois, je ne le dis pas. On pourrait en discuter en fonction des pourquoi. En tout cas, ça répond à ces critères. Après... Et donc, ça a profondément changé ma manière de regarder la clinique. Et pourquoi c'est si compliqué, à mon avis, à voir? C'est aussi la question d'une symptomatologie qui est loin d'être si spectaculaire que ceux que l'on pourrait imaginer, que ceux que les films nous donnent à voir, que ceux que les YouTube et TikTok nous mettent en évidence. Et en fait, et c'est pas moi qui le dis, et on est loin d'être sur une Bible, bien évidemment, mais dans le DSM-5, il précise, la majorité des patients ne montrent pas ouvertement la discontinuité de l'identité. Si on écoute une patiente, donc ça c'est Maëlle Onfray qui a accepté de témoigner, qui est une patiente experte et qui a vécu, et qui est née dans une secte et qui a vécu des violences absolument extrêmes et qui parle de ces switches. Avec la voix on n'est pas en train de faire un show, ça va être quelque chose de vraiment très très subtil, avec la voix qui change un tout petit peu, le regard qui est différent. Une voix de petit enfant peut-être, mais ça va être pendant 5 minutes. Et puis après, la partie, elle s'en va, et il y en a une autre qui prend la place. Et c'est vrai que la plupart du temps, une fois qu'on connaît nos patients, en fait, ça nous semble juste évident, mais on peut passer quand même complètement à côté de ça. Et puis les patients vous racontent très bien aussi que tant que la relation de confiance n'est pas totalement établie, qu'est-ce que c'est que ce trouble? Là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans la physiopathologie de ce trouble qui est passionnante. La dissociation, c'est de l'évitement. L'évitement des souvenirs traumatiques, l'évitement des expériences. Et donc, ne pas montrer, se cacher, garder, c'est un symptôme en tant que tel de cela. Quand on reprend effectivement les critères, on va retrouver des phénomènes de dépersonnalisation majeurs, où on va être observateur de son propre discours, de pensée, d'action. Je me suis entendu dire ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai fait ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, avec ce sentiment de non-appartenance, des survenues de très fortes émotions, d'impulsions, de paroles, d'actions qui peuvent ne pas être contrôlées. La perception de voix, j'y reviendrai juste à la fin sur un petit peu le très peu d'éléments qu'on a pour différencier des hallucinations de psychose et de TDI. Donc il y a des hallucinations auditives, on y reviendra. Il y a aussi des phénomènes somesthésiques. Je peux avoir aussi des hallucinations visuelles. J'ai eu des moments où donc le gourou avait utilisé un livre, une histoire qui s'appelle Les 3 petits bergers de Fatima. Et dans ce livre d'enfant, il y a un dessin avec
on voit en fait la Vierge avec les petits bergers, et on voit le sol qui est ouvert à leurs pieds avec le diable qui est là avec des pics et plein de diablotins et des âmes qui sont là, qui sont torturées. Et en fait, ça m'est arrivé parfois, quand je me sentais en danger ou quand j'avais l'impression de faire quelque chose qui allait à l'encontre des règles de la secte, d'avoir cette image de dessin qui se posait en filigrane en fait au sol devant moi. Donc je savais que j'étais pas en train de vraiment voir le sol ouvert avec le diable et tout ça, et je savais le raccrocher aussi à cette histoire. Et puis elle va dire aussi qu'à des moments, par contre, elle n'avait plus souvenir de cette histoire, et donc que ces hallucinations pouvaient être extrêmement effrayante parce qu'on va le voir, la question des amnésies est importante. On n'a pas le temps, elle décrit derrière, par exemple aussi, à des moments où elle sentait une lame de couteau à ce niveau-là, sans pouvoir être en capacité de remettre les choses. Beaucoup de mes patients de TDI qui ont des vécus de violences sexuelles vont évidemment avoir des hallucinations somesthésiques dans la sphère génitale, avoir des sensations de main au niveau des bras qui les tiennent, sans à certains moments être en capacité de faire le lien avec le vécu traumatique, ce qui peut donner des symptômes. Une patiente qui avait été souffrant de schizophrénie résistante et qui avait un sentiment effectivement de petite bête sous la peau et qui vivait de la maltraitance en étant enfermée dans un placard avec des insectes qui, dans le noir, couraient autour de sa peau quand elle était toute petite. Et parfois, faire le lien entre les vécus hallucinatoires, somesthésiques, visuels et des expériences traumatiques n'est pas si aisé que ça quand vous avez de l'amnésie dissociative et quand vous avez des évitements qui amènent une difficulté d'accès au trauma. Il y a aussi la notion dans ce TDI de très forte impulsion et contradiction à l'intérieur. Alors j'ai dû couper, mais elle va expliquer que c'est pas juste un mood qui passe, c'est pas juste je suis un peu triste, je suis un peu en colère. Elle va expliquer quand elle est en colère à quel point vraiment elle a les tripes en feu, et elle va expliquer aussi dans des situations, et là ça vous ferait peut-être penser à ce qu'on nommerait de l'ordre de la symptomatologie borderline, un petit peu les contradictions. Vraiment pour qu'on comprenne bien le vécu d'une personne qui souffre d'un TDI, est-ce que vous pourriez me dire comment parfois vous ressentez une forme d'influence ou de contradiction ou de sentiment d'être poussé à certaines choses? Est-ce que vous avez ce type de vécu? Clairement, oui. Ouais. C'est mon quotidien, en fait. C'est vraiment mon quotidien. Je peux, pour vous donner un peu des exemples d'il n'y a pas très très longtemps, en étant en couple, je pouvais avoir des moments... J'étais incapable de m'installer chez mon ex-copain. Lui me proposait de m'installer chez lui, mais à chaque fois que j'étais chez lui, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de fuir. J'avais envie d'aller dans mon appartement. Dès que j'étais dans mon appartement, j'entendais des voix qui hurlaient dans ma tête et qui me disaient « Pars, fuis, ou tu vas mourir, ou tu vas crever ». J'entendais ça, en fait. Voilà un exemple aussi. Et puis, on a cette notion de perte d'agentivité. Alors là, la vidéo est... Non, il y a beaucoup trop de lumière. Je pense que ça ne va pas du tout passer. C'est une vidéo... On verra rien. C'est une vidéo prise la nuit d'un autre patient avec un trouble dissociatif de l'identité qui a l'air de dormir. On a des troubles indissociatifs nocturnes, mais qui a une partie enfant qui se manifeste avec une sorte de petite peluche. Et donc, on le voit dormir, on l'entend. Et on voit la petite peluche avec sa main qui bouge, essayer de le réveiller dans ce moment-là. Ce qui donne vraiment ce sentiment de perte d'agentivité totale au niveau de ce corps. Et donc, on va retrouver une symptomatologie à la fois de prise de contrôle qu'on appelle dans ce grand vocabulaire de switch, mais qui n'est pas forcément visible ou spectaculaire. Et ça, vraiment, je vous encourage à attention à ces représentations que l'on peut avoir. Et puis, finalement, le sentiment d'être sous influence de voix, d'être sous influence d'émotions, d'être sous influence qui est en immense majorité absolument interne, et on va le voir, mais n'empêche
que ça vient poser des questions, d'autant plus quand les allus visuels ou somesthésiques ou auditives ont du mal à être accrochés avec des phénomènes traumatiques du fait des amnésies dissociatives. Alors, on a des amnésies dissociatives, des traumatismes, de périodes de vie. Là encore, je vous propose d'écouter juste quelques secondes Maëlée en parler. Quand j'étais petite, donc, dans le trouble dissociatif de l'identité, bon, vous le savez tous, mais il y a aussi beaucoup d'amnésie. Mais chez moi, ça a été des moments où je me souvenais, des moments où j'oubliais complètement. Pour moi, les amnésies, elles sont là parce que l'environnement n'est pas capable de répondre à notre demande d'aide. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et très juste en clinique. Quand vous avez souffert d'inceste, d'abus, et que vous essayez de parler, et qu'en fait votre parole n'est pas entendue, que les réactions sont inappropriées, qu'est-ce qui vous reste d'autre pour survivre que de ne plus avoir accès à ce matériel traumatique? La dissociation comme un mécanisme extrêmement important. On a de la dissociation aussi et des défaillances de compétences. Les patients, elle, à certains moments, qui ne sait plus taper sur son ordinateur ou faire des calculs parce qu'elle est dans une partie enfant, des patients qui à d'autres moments ont des compétences, par exemple des langues étrangères qu'ils arrivent à maîtriser dans certaines parties du soi et d'autres pas, des parties qui vont avoir effectivement des compétences différentes littéraires, ou voilà, ça c'est quelque chose de très classique, ou des goûts aussi différents. Et puis au quotidien, et ça c'est un des symptômes majeurs à rechercher, ça va être toute la notion des amnésies. Tiens, je me suis retrouvée là, il était déjà l'heure là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah tiens, j'ai trouvé la preuve que j'ai mangé. Ah bah tiens, j'ai une note ou un SMS que je ne me souviens pas avoir fait. Rapidement, les portes d'entrée, elles sont multiples. Une étude mettait entre 5 et 13 ans de retard diagnostic, ça me semble même assez minimisé, avec en moyenne 4 diagnostics incorrects auparavant. En tout cas, quand se posait la question du diagnostic, clairement, dès que vous êtes dans un contexte de trauma complexe, et là encore, même si c'est extrêmement fréquent, et même si l'exemple que je vous donne là n'est pas caractéristique, il n'y a pas besoin d'avoir vécu dans une secte et d'avoir vécu l'horreur du monde pour pouvoir développer un TDI. Le TDI, du moment où j'ai eu à être dissociée, extrêmement dissociée quand j'étais petit pour traverser, et même traverser des abus émotionnels sévères, je peux développer un TDI. Bien sûr, vous posez la question s'il y a un trouble de la personnalité borderline, s'il y a des hallucinations acoustico-verbales, avec très souvent en fait des âges différents dans les voix. Quand il y a ces phases d'absence, ces phases d'amnésie, quand vous constatez des switches, évidemment, mais là, c'est presque plus facile. Et puis, quand il y a à peu près tous les diagnostics possibles et inimaginables antérieurs, là aussi, ça doit interroger. On est au tout début de la compréhension et personnellement, il y a plein de repères que j'ai perdus depuis que je m'intéresse à ce trouble-là, et donc je n'ai loin d'avoir toutes les réponses. Mais entre les diagnostics différentiels et la possibilité de comorbidité, eh bien, c'est loin d'être simple. Et je ne dis pas qu'on a la réponse actuellement. Mais effectivement, sachant que les différentes parties peuvent être porteuses de différents symptômes, vous pouvez avoir l'impression de pouvoir cocher l'ensemble du DSM pour ces patients. Et oui, ils sont TSA, et oui, ils sont TDAH, et oui, franchement, il y a eu des épisodes où on se dit qu'ils sont complètement psychotiques, et de toute façon, ils ont une personnalité borderline, boum, boum, et ils ont des addictions. OK. Mais ils ont les critères d'un TDI qui, finalement, pourrait retrouver tout ça. Petite question rapide, schizophrénie ou TDI, je ne compte pas pouvoir la résoudre comme celle-là, et autant se met. Donc, de la même manière, j'ai posé la question aux psychiatres, et on retrouve, est-ce que vous pensez qu'il est possible de confondre les deux? Et on est à 50-50, on est pas mal. Vraiment, tout le monde est très dans la distinction. Et alors, actuellement, et donc nous, on relance une étude là-dessus, mais la dernière étude vraiment de distinction en date de 90. Bon. Donc, on a de quoi faire, et donc le champ des études, et c'est un champ de recherche qui a besoin de tout le monde. On manque d'études probantes. Mais quand on s'intéresse donc aux 11 symptômes schneideriens de premier ordre, dans cette étude,
on retrouvait en fait beaucoup plus de ces symptômes en violet, pas les noirs, chez les patients avec TDI que chez les patients souffrant de schizophrénie. Et donc forcément, ça vient aussi nous interroger quant à ce différentiel. On peut imaginer que Maëlé, arrivant dans un service d'urgence classique, avec peu de connaissances, qui voit le diable et qui entend des voix. Bon. Une autre étude, pour le coup, qui est un peu plus récente, qui est, je crois, de 2018, j'ai plus la trace, a comparé des tout petits échantillons, comme vous le voyez, mais des patients qui souffrent de schizophrénie avec des antécédents de maltraitance infantile, des patients qui souffrent de schizophrénie sans antécédents de maltraitance infantile et des TDI. Et l'idée était d'aller voir les différences ou les points communs sur leur vécu d'hallucination acoustico-verbale. Alors déjà, on se rend compte que on ne peut pas distinguer sur le vécu interne ou externe parce que la majorité des patients avaient un vécu plutôt interne et la majorité avait un vécu de voix plutôt incongruente avec leur humeur. Par contre, si on comparait, l'étude a été assez étonnée mais n'a pas réussi à trouver de différence majeure ou de gradient vraiment schizophrénie sans maltraitance, puis TDI. Mais de manière générale, le TDI versus schizophrénie, on retrouvait une apparition plus précoce de voix, un plus grand nombre de voix, des voix d'adultes et d'enfants, et très régulièrement, on va le voir sur la diapo juste après, beaucoup plus d'hallucinations visuelles et somesthésiques chez les patients avec un TDI. Et dans les petites différences des choses, c'est très qualitatif comme description, mais par exemple, on avait 70%, 69% des patients avec TDI qui avaient un sentiment où leur voix leur manquait quand elle n'était pas là, contrairement aux patients qui souffraient de schizophrénie, avec presque 80% où ils sentaient que les voix discuteraient entre elles dans le TDI, contrairement à des scores plus faibles dans la schizophrénie. Voilà un petit peu des points qui peuvent... et sur le sentiment d'influence dans le monde, là aussi, on le retrouvait de manière plus importante dans le TDI. Et alors donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces doutes que je sème? Alors, il y a ce livre intéressant sur psychose, trauma et dissociation. Et si on regarde un papier quand même de World Psychiatry de 2021, donc pas complètement... qui a quand même un vrai intérêt, on commence à se poser la question, donc, qui s'intéressait à comment les traumas développementaux, donc globalement traumas complexes, précoces, viennent médier, par quels médiateurs peuvent s'expliquer l'hallucination, les délires et la paranoïa. Et on voit quand même que le processus dissociatif est extrêmement présent. Et donc, on retrouve ça aussi dans une étude Balade 2024 qui vient de sortir sur la question de l'attachement désorganisé, donc des troubles de l'attachement. Et donc, pareil, on revient à ces traumas précoces, qui expliquerait par quel médiateur on arrive sur les hallucinations et sur le vécu de paranoïa. Et un des médiateurs les plus importants, c'est la question de la dissociation, là encore. Et donc, ça amène un petit peu cette question de est-ce que certains symptômes psychotiques seraient-ils par nature dissociatifs ? En tout cas, la clinique de TDI, c'est une clinique post-traumatique complexe, avec des modes de présentation très variés, pour lesquels la dissociation est un mécanisme central, et on pourrait en parler. Et donc, voilà, gardez l'œil et posez-vous cette question, même si parfois la réponse est difficile. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui rejoint beaucoup de questions cliniques qu'on se pose, notamment dans le centre d'intervention précoce sur la distinction entre des symptômes qui seraient d'origine traumatique ou d'origine psychotique, notamment en ce qui concerne les hallucinations ou la désorganisation, dissociation.